Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle séance, module marketing de base ou marketing fondamental. Le cours d'aujourd'hui est l'étude de marché. Une nouvelle séance marketing de base autour d'une nouvelle facette du cours marketing. Cette nouvelle facette, elle est autour de la mise en pratique de tout ce qu'on a étudié ensemble dans toutes les séances pour mieux approcher le marché. Ça fait 2 semaines, nous avons commencé le chapitre marché. Si vous voyez même avec moi sur ma vidéo YouTube, je vous ai découpé les vidéos. Je vous ai fait partie 1, partie 2. Celle-là, ça va être partie 3 du marché pour pouvoir le comprendre doucement. Si vous avez noté le titre, avec votre permission, je vais commencer. Donc, je vais rappeler 2 slides que nous avions déjà vus, que vous avez sur vos cahiers, ce n'est pas la peine de les noter. Préparation mentale pour qu'on plonge ensemble. Juste, je rappelle que le marché, c'est plusieurs partenaires, c'est plusieurs personnes, c'est un ensemble de publics qui peuvent nous influencer. Si vous vous rappelez avec moi, nous avions dit qu'il y a des fournisseurs, des distributeurs, des acheteurs dans ce marché-là, dans ces publics-là. Ils peuvent nous influencer nos ventes. S'il y a une demande élevée, nous allons offrir une offre élevée aussi et nous allons gagner beaucoup d'argent. S'il y a une demande en baisse, les gens n'ont pas la capacité financière pour acheter. Ils demandent peu. La demande est minime. Donc, pourquoi nous allons offrir beaucoup? Ça ne sera pas vendu. L'offre va suivre, notre offre va suivre la de... Oui. Et donc, vous avez remarqué qu'une entreprise ne peut pas créer ou innover ou fabriquer un produit, sauf si elle va étudier les facteurs liés à l'environnement. L'environnement peut impacter notre production, soit positivement ou négativement. Donc, nous sommes toujours régis et contrôlés par la loi de l'offre et de la demande. C'est juste un rappel pour les personnes qui n'étaient pas avec nous auparavant. Je passe juste rapidement au marché au sens étroit. Et nous avions rappelé dans le cours, si vous vous rappelez avec moi, que dans une stratégie marketing, il y a une démarche. La démarche, c'est comme une façon de marcher. Comme les mannequins, quand ils marchent, ils ont une démarche, ça veut dire une façon de marcher. Chaque entreprise a sa façon de marcher dans le marché. C'est quoi sa façon de marcher? Sa façon de fonctionner, sa façon de choisir un type de stratégie. Est-ce que toutes les entreprises sont gérées, comme a dit Taylor, avec the one best way, avec une seule méthode? Non, chaque entreprise est gérée selon sa taille, la taille de l'effectif, le nombre de l'effectif, son capital, ses objectifs et bien sûr les pouvoirs externes se trouvant dans le marché. Et du coup, chacune elle a une démarche différente en fonction aussi du consommateur, bien sûr, que nous avons étudié la semaine dernière. Et donc, c'est pour cela qu'en marketing, le marché a souvent un sens réduit qui va désigner la demande. C'est avec ce mot que j'ai commencé le cours d'aujourd'hui. S'il y a beaucoup de consommateurs, beaucoup d'acheteurs, beaucoup de pression, c'est quoi la pression? C'est-à-dire, ils partent chez Marjane, à Carrefour, à Bim, chez l'épicier, ils demandent notre produit. Et l'épicier ou Marjane nous appellent et nous disent il y a rupture de stock, il y a beaucoup de consommateurs qui viennent, ils cherchent votre produit. Il y a rupture, il est vendu, vous devez plus produire. Ils vont nous encourager alors à faire quoi? À produire plus, à fabriquer plus. Mais si nous, on part comme entreprise, on part à Marjane ou à une grande surface et on trouve notre produit non vendu. Le produit à droite et le produit à gauche a été vendu et notre produit, il est là. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Que les consommateurs, s'ils n'achètent pas, ça veut dire qu'ils font un rejet. Ils rejettent notre produit. Ou bien ils n'ont plus confiance. Ou bien ils boycottent. Ou bien ils ne sont pas satisfaits. Il y a plusieurs raisons. On doit étudier pourquoi il y a cette insatisfaction. Pourquoi le consommateur n'achète pas notre produit. Pourquoi il se réoriente vers un autre produit. Et on ne peut pas fabriquer, ça va être de la perte. Le produit sera perdu. Si on n'arrive même pas à écouler notre stock, pourquoi on va refabriquer encore? Donc,
malheureusement ou heureusement, c'est la demande qui contrôle notre pouvoir sur le marché. Je passe à un autre point, puisque celui-là aussi on l'a vu, vous vous rappelez. Donc, si je veux bien, on va dire, cerner la chose, ou cerner ce marché-là, il faut que je puisse, comme la semaine dernière nous l'avions dit, étudier le consommateur. Avant, nous avions dit étudier l'environnement, politique, économique, sociale, technologique, et bien sûr, étudier la demande. Et quand on étudie la demande, ça veut dire avoir un ensemble d'informations liées à ce consommateur. Est-ce qu'il veut ou il ne veut même pas notre produit? Est-ce qu'il pourra l'acheter ou il ne pourra même pas l'acheter? Est-ce que psychologiquement il est ouvert à mon produit ou non? Quand je dis il est ouvert à mon produit, imaginons que vous êtes une entreprise d'alcool et vous voulez commercialiser l'alcool au Maroc. Est-ce que le Marocain est déjà ouvert à votre produit et il n'est même pas open à votre produit? Est-ce que c'est inhibé, c'est illégal, ça sera un produit refusé? Il faut d'abord réfléchir à la nature de la réception et à la nature de cette demande avant d'offrir. Bon, il y a un mot ici qui m'intéresse. Donc, pour mieux connaître ce marché et l'étudier, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Oui, des conquêtes sur le marché. Les conquêtes, ça veut dire un ensemble d'enquêtes. Lorsqu'on va faire notre enquête, il y aura 3 éléments. La conquête profitable du marché, pour pouvoir le conquérir, le gagner, il faut l'étudier. Comment on va l'étudier? À travers 3 choses que nous avions aussi expliquées. C'est l'observation terrain. Vous vous rappelez que lorsque je vous ai demandé, il y a des personnes qui sortent sur le terrain, observer le comportement du consommateur. Et bien sûr, le deuxième peut se faire en externe ou en interne. C'était quoi? Ce sont les entretiens semi-directifs. C'est quoi un entretien semi-directif? Vous vous rappelez? Non? Je répète. Les entretiens, ça veut dire des face-to-face, face à face, entre l'enquêteur et le consommateur. Tu vas participer à une enquête en tant que consommateur et moi je vais mener cet entretien, comme si je suis journaliste et toi tu es le répondant. La faculté oblige les étudiants depuis des années à faire un PFE, un projet de fin d'études en licence. Dans le cadre de ce projet de fin d'études, tu as une partie qui s'appelle partie pratique. La partie théorique, tu pars chercher dans des livres, des articles sur Internet. Et la partie pratique, tu crées un questionnaire ou un guide d'entretien. C'est quoi guide d'entretien? Ça veut dire des questions avec des choix. Questions avec des choix. Ou bien un questionnaire avec oui ou non. Question et oui ou non. Ça dépendra, question fermée ou ouverte. Et tu pars sur le terrain chercher un échantillon représentatif. Et tu lui poses ces questions. Et tu remplis tes questionnaires. Et tu ramènes toutes les réponses. Et tu vas les analyser. Avec ce que vous faites avec M. Atmani, ce que vous faites avec les professeurs techniques, les analyses descriptives, ou bien une analyse statistique pour pouvoir générer à partir de ces réponses des graphes, pouvoir générer à partir de ces réponses des tableaux chiffrés, pour pouvoir connaître statistiquement ces répondants. Et après, vous allez nous générer des graphes, des camemberts, ainsi de suite, et vous allez nous dire 3% de la population a répondu ceci, 5% de la population a répondu cela. Vous allez parler avec un discours chiffré. Et les chiffres sont parlants. Généralement, ils sont fiables. Et on choisit un échantillon représentatif de la population mère. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Pour ce qui est de la méthode de création d'un entretien semi-directif ou la méthode d'un guide d'entretien ou d'un questionnaire, vous allez le faire en 3e année, en S5, c'est-à-dire l'année prochaine, pour pouvoir vraiment être capable de mener votre étude sur le marché. Et on va vous demander vous-même de vous déplacer et vous-même de ramener l'information et vous-même de l'analyser. Vous allez avoir, avec Madame Aziz Shakir et d'autres professeurs, une matière qui s'appelle informatique de gestion, pour pouvoir analyser justement les données chiffrées et les réponses. En master, si vous continuez vos études, ça va être la même chose. Un projet, moitié théorique, moitié pratique, dans lequel
vous faites des recherches sur votre sujet selon les auteurs, qu'est-ce qu'ils disent, et vous allez partir faire une application sur le terrain en cherchant l'information et en essayant d'analyser ces informations pour sortir avec des recommandations. Ce que vous faites en mini-enquête, en entreprise, ils l'en font comme une méga-enquête. Vous allez choisir un échantillon de 20, de 30, de 40, de 50 personnes qui répondent. Mais dans un cabinet ou une entreprise, ils font 400, 500, 600, 700 parce qu'ils ont un staff plus grand, une équipe plus grande et des moyens beaucoup plus pratiques. Est-ce que vous avez compris? Je passe. Alors ici, on a vu l'approche par la demande. C'est la demande qui va déterminer notre productivité ou notre production, notre fabrication du produit. Et elle va aussi déterminer notre démarche, notre stratégie compétitive. Elle va déterminer notre choix décisionnel. Maintenant, on peut changer de méthode, quelle que soit la demande. Quelle que soit la demande. Que les consommateurs nous aiment ou ils ne nous aiment pas. Que les consommateurs nous rejettent ou nous adoptent. Qu'il y a une bonne ou mauvaise réputation. On ne se concentre pas sur l'autre, on se concentre sur notre offre. Si on va changer et on choisit l'approche par l'offre, regardez ce que j'ai mis ici. On maintient la même offre faite par l'entreprise. On peut choisir de se concentrer sur notre produit, de l'innover, sans vraiment penser est-ce qu'il y aura rejet ou refus, alors que c'est une démarche à risque. C'est une démarche à grand risque. Nous, on va dire impossible qu'ils puissent nous rejeter parce qu'on va diversifier notre gamme. On va produire plusieurs types de produits. Donc peut-être qu'ils vont détester 2 produits, mais ils vont aimer les autres. Ou peut-être qu'ils vont rejeter un produit, mais ils vont apprécier les autres. Si nous marquons le terrain avec la diversification, la stratégie de diversification, ça peut être une bonne astuce. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur le nombre de concurrents. S'il n'y a pas beaucoup de concurrents, il y a peu, nous allons essayer d'observer ce qu'ils produisent et nous allons nous produire autre chose. Pourquoi? Pour combler le manque sur le marché. Ce qu'ils ne produisent pas, nous, on va le faire. Je vous donne un simple exemple. Avant, pour avoir une bouteille de gaz, pour cuisiner quelque chose, tu achètes une bouteille de gaz. Oui ou non? Effrayant. Tu achètes une bouteille. Comment tu l'achetais avant? C'est toi qui partais et c'est toi qui l'achetais, qui changeais celle qui est vide et tu achètes une pleine. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a le service à domicile. Tu appelles une entreprise qui s'appelle Allo Gaz. Je ne sais pas si vous le faites. Non? C'est vrai? Moi, j'achète plus la bouteille de gaz depuis des années. Depuis 8 ans, je pense, ou 7 ans. Je ne l'achète plus. J'appelle, en même pas 1 heure, ils me la ramènent jusqu'à la maison. Tu appelles Allo Gaz, ils ont un code. Ils vous disent, vous êtes le code XY? Tu dis, oui, je suis le code XY. Ils te donnent un code en fonction de ton adresse. Et il y a un camion bleu avec plusieurs bouteilles de gaz où il y a écrit Allo Gaz. Ce n'est pas une pub que je fais, c'est juste comme exemple. Et il distribue les bouteilles de gaz à tous les clients fidèles qui appellent tout le temps. La différence de prix, c'est 10 dirhams. C'est-à-dire, normalement, elle est à 40 dirhams. Tu rajoutes 10 dirhams pour le service à domicile et c'est lui qui l'arrange, c'est lui qui fait tout. C'est-à-dire, juste, il rentre, il l'arrange, tu ne te fatigues pas. Au début, il y avait qui? Ces personnes qui pensaient, par exemple, une fille qui habite seule ou une dame âgée ou un monsieur âgé. Mais après, c'était toute la famille qui en avait besoin. Ce n'est pas uniquement une dame âgée ou quelqu'un de malade. Tout le monde peut en avoir besoin. Oui ou non? C'est juste pour vous dire qu'il n'y avait pas de concurrence. Il n'y avait personne qui avait pensé à cette idée. Ils étaient les seuls et ça a marché. Quand il n'y a pas de concurrent, quand on offre un produit, il est accepté parce que c'est une innovation. Alors, voilà. On va se positionner face au marché et on va se positionner au type de concurrent, s'il y en a déjà ou pas, et est-ce qu'ils sont forts ou pas, quelle est la structure de marché. Lorsqu'il y a une structure de marché, c'est-à-dire nous nous positionnons comme des personnes qui ont une grande part de marché, où nous sommes au cœur, où nous sommes vraiment dans les dernières places, nous n'avons pas une grande puissance, ça dépendra de notre force ou de notre faiblesse, de notre capital
ou de nos créances, de notre image ou de l'absence de notre image. Ça dépendra de beaucoup de facteurs. Et bien sûr, les concurrents déterminent notre position. S'il y a 0 concurrent sur le marché, donc nous sommes dans le monopole comme nous avons déjà expliqué. Notez avec nous. S'il y a plusieurs concurrents, nous allons juste miser sur la diversification. De temps en temps, si les concurrents choisissent de faire la même chose que nous, malheureusement, on ne peut pas se diversifier, mais on va plus faire une stratégie de défense. Je vous ai donné les exemples la semaine dernière de cafés. Vous vous rappelez les cafés qui, dans la même ruelle, ou le même quartier ou le même boulevard, ouvrent l'une à côté de l'autre? Vous vous rappelez de cet exemple? Je vous avais donné comme exemple les cafés parce que malheureusement, dans certains quartiers, il n'y a pas beaucoup de choses. On est obligé de nous déplacer pour retrouver cet article ou cet objet. Et malheureusement, il y a les mêmes commerces, les mêmes idées, les mêmes choses. Quelquefois, vous trouvez un café en face d'un autre, à droite un café et à gauche un café. Est-ce que vous avez déjà vu ça, surtout à Casa? Et donc, dans cette concurrence, on se demande, est-ce que c'est un problème d'innovation? Est-ce qu'ils n'ont pas d'innovation? Ils n'ont pas remarqué qu'il y a un manque dans ce quartier à partir de leur observation juste d'une semaine. Ils peuvent déceler et découvrir qu'il y a d'autres besoins. Ils pouvaient investir ce capital pour d'autres besoins et ils vont avoir un grand public. Et d'autres personnes nous disent, non, c'est voulu. Ils l'ont fait exprès, pour pouvoir avoir une part de marché plus grande, pour pouvoir écraser les concurrents, pour pouvoir prendre vos consommateurs et les fidéliser. C'est vraiment une réelle stratégie compétitive. C'est comme des joueurs qui vont faire un marathon. Il n'y a pas un, il y a plusieurs. Tous sont compétents, tous savent courir, tous sont rapides, mais que le meilleur gagne. Ça veut dire oui, et alors, je crée un café et toi aussi, mais chacun de nous est libre de soit changer le menu, soit faire attention au prix, soit c'est la décoration qui va attirer l'attention, soit c'est le relationnel du vendeur. Nous avons fait un cours sur le vendeur ou le commercial, ou les techniques de communication de cette personne qui va te faire aimer l'espace, te faire aimer le fait de venir, et quelqu'un de désagréable, de négatif ou d'agressif va chasser les clients. Il y aura d'autres dimensions qui vont rentrer en jeu. De toute façon, il y a une démarche, nous sommes toujours dans la démarche, la façon de faire, le fonctionnement qui peut être différent d'une entreprise à une autre. Il n'y a pas de one best way. Vous vous rappelez de One Best Way, Management S1? Taylor qui nous disait qu'il y a une seule façon de gérer toutes les entreprises. Aujourd'hui, on voit que non. On ne peut pas gérer toutes les entreprises de la même façon. Je peux passer? Nous avons vu celle-là aussi dans laquelle on a classé les différents marchés selon leurs produits, leur destination, leur catégorie, leur durée de vie ou leur périodicité. Je ne vais pas m'attarder ici parce que vous avez déjà ce slide sur vos cahiers. Vous l'avez déjà. Donc, je vais plonger directement dans la nouveauté. Ce slide, je ne pense pas qu'on l'a fait. Donc, le marché ouvert ou le marché fermé. Je préfère que vous puissiez noter. Je vous laisse 3 minutes pour noter. Après, je vais expliquer doucement pour que vous puissiez suivre. Je vous laisse noter. Alors, qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous avons 2 types de marchés, le marché ouvert et le marché fermé. L'ouverture ou la fermeture, c'est une situation dans laquelle de nombreux concurrents ils peuvent créer une différence, ou ils sont différents, ou ils se différencient par rapport à leur offre. Je vais vous expliquer. Pour se retrouver soit tout seul sur le marché, ou bien proposer une offre particulière. Donnez-moi des entreprises que nous avons citées en classe qui ont fermé le marché et qui se sont retrouvés seuls à fabriquer tout seuls. Eux, ils fabriquent tout seuls ce produit-là. On l'a répété 1 milliard de fois dans notre cours. Ils ont pris le monopole, l'exclusivité. Et quand il y a cette exclusivité, ça s'appelle quoi? C'est ce que j'ai mis ici en bas, le marché
fermé. Pourquoi? Parce qu'il y a des barrières. C'est quoi la barrière? C'est que c'est interdit d'ouvrir. Oui, c'est interdit d'ouvrir. Et c'est un obstacle parce qu'ils ont acheté l'exclusivité. Ils l'ont payé. Et donc, personne ne peut maintenant rentrer les concurrencer. Ils ont créé, ils ont instauré, ils ont mis en place cette barrière et ils ont empêché l'entrée d'une nouvelle entreprise. Donc, nous, on voit qu'il y a 100% de parts de marché occupées par cette entreprise. Donc, il y a fermeture, marché fermé. Maintenant, si il y a d'autres entreprises qui vont proposer une offre particulière, imaginons le marché du textile. Il y a des boutiques et des magasins et des fournisseurs et des entreprises qui fabriquent des jeans, d'autres qui fabriquent les pulls, d'autres qui fabriquent les chaussures, c'est leur spécialité. D'autres qui fabriquent que la lingerie, les vêtements internes. Les autres qui fabriquent que des manteaux. Qu'est-ce qu'ils ont choisi? Une spécialisation. Et est-ce qu'ils prennent tout le marché? Non, chacun d'eux, il s'est concentré sur une petite partie. Ils se permettent chacun de travailler avec l'autre. Ils respectent la part de l'autre. Mais est-ce qu'ils ont 100%? Non, ils ont une petite part du marché parce qu'ils acceptent la concurrence. Chacun est libre de travailler dans ce marché-là. Chacun choisit un produit, chacun choisit une spécialisation, mais cette acceptation conduit à une petite part du marché seulement. Donc, regardez, c'est le marché atomisé ou fragmenté. Dans un cercle, dans un marché, dans un système, il y a plusieurs fragments, plusieurs parties, plusieurs concurrents. Chaque concurrent respecte l'autre et chacun, il va travailler dans quelque chose. Ils peuvent même travailler la même chose. Et ils se respectent et ils ont des parts de marché différentes. Quand tu vois les chaussures ou les vêtements, combien il y a de fabricants de chaussures? Plusieurs. Ils peuvent fabriquer le même produit, mais avec quelques différences. Et ils peuvent fabriquer le même produit et presque pas différent. Et quelquefois, c'est le même prix. Mais chacun respecte l'autre. C'est-à-dire, vous pouvez trouver 4 boutiques à Ma'arif qui sont côte à côte. Ils proposent le même prix, même chaussures, même couleur. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils te disent, on a les mêmes marchandises sur le marché. C'est vrai ou pas? Donc, il s'agit d'un marché atomisé ou fragmenté. Plusieurs entreprises sont présentes sur le marché, mais elles n'ont qu'une part, comment? Faible. Ils ont une part de marché faible. Il y a le respect et la concurrence. D'accord. Le marché ouvert, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire un marché qui permet à tout le monde d'entrer. Tu es investisseur, tu as de l'argent, tu as une idée, rentre et tu tentes ta chance. Il n'y a pas de fermeture, trop de blocage. Il y a la facilitation pour entrer sur le marché. Et le marché concentré, c'est un marché dominé par uniquement quelques entreprises qui ont un pouvoir au niveau de la commercialisation, au niveau de la distribution. Ils ont une grande part de marché. Difficile, si tu veux rentrer, c'est très difficile de les concurrencer. Tu seras perdant. Ce n'est même pas la peine d'oser. Cette audace va te conduire vers le mur. C'est un géant sur le marché. S'il y a 4 géants sur le marché, 4 mais qui prennent tout le marché, est-ce que toi qui as une idée, qui veut à peine investir, c'est possible de rentrer? Comme le marché de l'immobilier. Qui prend le marché de l'immobilier? Il y a KLK, il y a Groupe Norta, il y a 4. Je ne veux pas commencer à dire les noms pour ne pas leur faire de la pub. Mais il y a 4 qui prennent tout le marché du Maroc. Dans toutes les rues, vous voyez, c'est leur nom. C'est eux qui construisent des hôtels, des resorts, des restaurants, des immeubles partout. Si toi, un jour, tu te dis, oui, j'ai de l'expérience. Oui, c'est un bon exemple aussi. Excellent exemple. Nous avons que, à force de dire les noms, on va commencer à leur faire de la pub. Orange, Etisalat al-Maghrib et Enoué. Il n'y a que 3 seulement, oui ou non? Mais c'est eux qui prennent tout le marché. Si maintenant, toi, un jour, tu as eu de l'expérience, tu as travaillé chez eux 10 ans ou 20 ans, et tu te dis, je vais les concurrencer, je vais moi ouvrir moi aussi. Est-ce que tu as de fortes chances d'avoir une grande part du marché?
Tu vas te faire certainement écraser parce que ça va être difficile de les concurrencer. Pourquoi? Parce qu'ils sont dominateurs sur le marché, ils ont su se respecter mutuellement, mais il reste uniquement les pionniers, les 3 ou 4 qui détiennent tout le marché. Donc voilà, soit on va choisir une concentration, comme tu as dit, Tisat Maghrib, Orange, soit on va choisir l'ouverture, la fermeture ou l'atomisation. Je peux passer? Donc, si vous remarquez depuis tout à l'heure, nous parlons de marché et d'étudier ce marché. Nous avons commencé par l'étude du consommateur, l'étude de l'environnement, et nous sommes partis à réfléchir autour de l'offre et de la demande. Donc, nous allons réfléchir dans le cadre de notre offre aux concurrents, aux distributeurs et à notre entreprise, sa part du marché, ses forces, ses faiblesses, les consommateurs qui la boycottent, les consommateurs qui l'apprécient. Nous allons étudier notre réputation, l'image sur le marché. On peut connaître si nous sommes boycottés ou pas, ou appréciés à travers les commentaires sur notre page Facebook, les commentaires sur notre page YouTube ou tous les réseaux sociaux. Si nous recevons que des insultes, c'est normal qu'il y a un problème quelque part et que nous devons étudier encore plus pourquoi ce consommateur nous refuse. Si les commentaires sont tous positifs ou qu'il nous demande tel ou tel produit que nous n'avons pas encore, je donne l'exemple de Decathlon. Decathlon, ils ont une stratégie que moi j'apprécie personnellement, c'est que quelquefois ils posent des questions. Ils disent « De quoi avez-vous besoin cet hiver ?» Et ils laissent les consommateurs répondre dans les commentaires. Chacun d'eux a une idée, un besoin, une proposition. C'est comme s'ils font une étude de marché gratuite. L'ensemble des réponses, de l'autre côté, dans les coulisses, vont être traitées statistiquement. Ils vont voir la possibilité au niveau du budget, la possibilité au niveau de la réalisation. Et quand ils arrivent vraiment à créer un des produits proposés et ils le mettent, ils peuvent même taguer la personne qui a proposé le premier ce produit-là. Et ils peuvent lui donner un cadeau, un giveaway ou quelque chose. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Un management de proxy? Tout à fait. Un management de proximité. Ils managent leur image, leur réputation à travers la proximité avec le client. Je pense aujourd'hui l'outil informatique et l'outil digital est devenu tellement puissant. C'est vrai qu'il est dangereux, mais il est puissant pour pouvoir gagner la confiance de ces consommateurs et répondre de près, pas de loin, de près à leurs besoins. Est-ce que vous avez déjà participé à des enquêtes online où vous avez répondu, ou par exemple un chocolat X ou Y, il vous dit qu'est-ce que vous aimez le plus chez nous? Ce type de chocolat ou ce type de chocolat ou ce type de chocolat. Il vous met 3 images et il vous dit la première image mettez cœur, la deuxième image mettez pouce. Sans que tu le saches, tu as participé à une enquête de satisfaction. Qui l'a déjà fait sans savoir que c'était une enquête? D'accord. Vous croyez que c'est juste un post avec une image, alors qu'il s'agit d'une enquête de satisfaction. Qu'est-ce que mon consommateur préfère le plus? Egbel, dernièrement, vous connaissez Egbel? Elle a mis sur sa page « Participez avec nous à cette enquête et vous allez gagner du chocolat de fin d'année ». Il y a eu plus de 1000 en même pas 10 minutes. 1000 personnes qui sont rentrées, qui ont répondu à 3 pages de questionnaire. Votre âge, votre poste, votre ceci, beaucoup de questions vraiment. Ils ne sont même pas sûrs qu'ils vont gagner du chocolat. Ils n'ont pas de certitude de gain. Peut-être qu'il n'y aura aucun gagnant. On ne sait pas si c'est une arnaque ou est-ce que c'est vrai. Mais ils ont fait une confiance automatique à la marque, parce que c'est la marque qui est fiable, c'est la marque, c'est l'image de marque qui a une bonne réputation. De toute façon, vous l'avez remarqué, il y a des fluctuations, un échange, une étude, un recueil d'informations et donc une économie de marché dans lequel il y a un ensemble d'interactions, un système économique et donc une démarche, une stratégie compétitive pour arriver à notre finalité. Et donc, vous voyez ce que j'ai mis ici, j'ai mis des décisions. Est-ce qu'on va produire ou ne pas produire?
Est-ce qu'on va échanger? Est-ce qu'on va allouer des biens et des services? Et puisque ces biens et services sont rares, on doit les préserver, donc il y a vraiment réflexion. Nous devons alors réfléchir à l'ensemble des moyens pour accéder à l'information et confronter l'offre et la demande dans cette équation compliquée qui est le marché. Parce que rien n'est garanti. Et même après avoir choisi une stratégie, nous pouvons toujours trouver que nous nous sommes trompés et qu'il faut refaire tout le process et refaire notre étude. Et d'ailleurs, je vous l'avais déjà dit, le service marketing ne se repose jamais. À chaque fois qu'il étudie, il fabrique, il met en place un produit sur le marché, il peut y avoir perturbations liées à l'environnement, où le consommateur lui-même a changé, où il y a un nouveau concurrent qui vient d'émerger. Donc les études doivent en permanence être mises en place. La réflexion tout le temps mise en place et la prise de décision. Vous l'avez remarqué, avec l'ensemble des variables étudiées, le marketing est lié à la connaissance du marché. Quand tu parles de marketing, on ne peut pas choisir des stratégies sans connaître le marché. Donc, ces méthodes diverses d'études de marché, d'abord et avant tout, elles nous servent à nous adapter avec les changements de l'environnement. À chaque fois que j'effectue une étude, elle concerne le temps présent. Je fais des projections, mais qui ne sont pas sûres, ce sont des probabilités. Je dois dans le futur aussi, proche et le futur, c'est les objectifs à court terme, moyen terme et long terme, donc le futur proche et le futur mi-proche ou d'ici quelques temps, me dire que toutes les choses que j'ai étudiées peuvent ne plus avoir lieu, elles peuvent changer. D'ailleurs, si j'étudie un étudiant tout de suite, est-ce qu'il aura la même psychologie, les mêmes besoins, les mêmes envies lorsqu'il sera salarié? Vous maintenant, vous êtes étudiant devant moi. Est-ce que vous serez les mêmes avec les mêmes besoins d'ici 3 ou 4 ans? C'est sûr que non. Donc si moi, je suis une entreprise marketing et je vous ai étudié maintenant, dans le présent, mon étude n'aura plus lieu ultérieurement, d'ici 2 ans, 3 ans, je dois redémarrer un autre process d'étude. Parce que vous-même, vous changez. Si bien sûr l'environnement aussi est changeant, si la loi du marché est changeante, les concurrents sont changeants, regardez combien de démarches, de dimensions me poussent et m'obligent à continuer la démarche de recherche d'informations. Donc on s'adapte à ces changements grâce au marketing et on essaie de satisfaire les besoins du consommateur qui change justement. Ses goûts changent, ton goût lorsque tu seras salarié, lorsque tu seras père, lorsque tu seras grand-père, ainsi de suite changeront avec ton âge, ta maturité, ta situation familiale qui change, ainsi de suite. Ton comportement changera, donc l'étude doit te suivre à travers ce changement. Elle permet aussi, cette étude de marché, de choisir une cible précise. Elle permet de définir un produit précis pour cette cible précise. Elle permet de fixer un prix pour cette cible précise en fonction de son âge, ses besoins, son comportement, sa psychologie, toutes les variables que nous avons étudiées. Et ça nous permet de voir les possibilités de distribution à l'échelle locale, à l'échelle régionale, nationale ou internationale. Nous avons déjà fait le cours sur le prix, sur le produit et sur la cible. Nous avons déjà fait le cours. Pour les gens qui n'étaient pas avec nous, regardez mes vidéos YouTube. C'est les mêmes cours que nous filmons ici, qui sont sur ma chaîne. Il y a une vidéo sur le consommateur, 2 vidéos sur le consommateur, une vidéo sur le produit, une vidéo sur le prix, que nous avons étudié ici à l'Amphi. Donc si vous n'avez pas tout noté ou vous avez été fatigué avec moi un jour, revenez aux vidéos, téléchargez-les dans la bibliothèque et révisez. Tous les éléments que j'ai mis ici, nous les avons abordés dans le cours. Le deuxième pôle, c'est que l'étude du marché, elle va tenter de modifier le comportement du consommateur en essayant de le manipuler, l'amener vers un sens positif.
Même si le consommateur ne nous aime pas, ou ne nous connaît pas, ou il a peur de notre produit, ou il n'achète pas notre produit, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'influencer. Comment on va l'influencer? Une politique de vente. Nous avons déjà vu la vente dans notre cours. Je vous ai donné plusieurs exemples pour pouvoir attirer l'attention de ce consommateur. Je donne juste un exemple que nous avions déjà cité. Les points de vente sur margin, la petite dame qui vient avec le sourire faire dégustation fromage ou dégustation cachère ou charcuterie. Tu n'as pas envie d'acheter, tu n'aimes pas la charcuterie. Ta mère, elle te dit, si tu achètes la charcuterie, tu vas voir. Tu es contre la charcuterie, mais la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'influence, elle est agréable avec le sourire, elle te dit, n'achète pas, juste goûte. Je te demande rien, juste goûte. Tu es comme ça magnifique avec le joli sourire, elle te jette des fleurs. Tu dis, oh là là, elle est sympathique, non, je vais prendre un. Et bizarrement, quand tu prends, qu'est-ce qu'elle fait? Elle engage la conversation. Elle peut discuter avec toi, elle te dit, comment tu t'appelles? Oh, tu es magnifique, etc. C'est de l'influence. Tu dis, oh là là, si tous les vendeurs, ils étaient comme ça. Toi aussi, tu lui dis, franchement, tu es rentré dans mon cœur. Tu sais, je vais acheter. Et tu commences à acheter. Et si elle fait le même comportement et la même influence à 50 comme toi par jour, elle a vendu 50 produits. Est-ce que vous avez déjà été victime d'une très belle influence? Et vous avez acheté? Nous avons dit en cours, revenez au cours sur la vente. On a fait les techniques de négociation et le pouvoir du commercial. Vous vous rappelez de ce cours? On a fait tout un cours sur ça. Il y a plusieurs politiques de vente. Il y a bien évidemment, la publicité. Quand on raconte toute une histoire en 2 minutes, c'est normal. Psychologiquement, tu es influencé. Tu pars à Marjan, etc. ou n'importe quel magasin, tu vas prendre le même produit. Et bien évidemment, les promotions. Je ne vais pas rentrer dans les explications parce que vous avez tout ce cours sur vos cahiers et dans les vidéos. Ce cours reprend le cours de technique commerciale que nous avons fait. Heureusement, sur les vidéos YouTube, j'ai mis les titres. Comme ça, tu vas revenir au titre directement. Cours technique commerciale, cours produit, cours processus d'achat, cours type de consommateur. Donc, je passe. Maintenant, la structure nous l'avons déjà fait, ne notez pas, nous l'avons déjà vu, ne notez pas. On l'a déjà fait. C'est un rappel. La structure concurrentielle du marché, qui peut être définie selon le nombre les gens qui étaient avec moi en classe se souviennent de ce slide. Lorsque je me concentre sur les offreurs qui sont présents sur ce marché, je vais déterminer aussi le nombre des acheteurs potentiels. Et combien de structures nous avons trouvé? Nous avons trouvé, voilà. Donc, le marché qui est très concentré, qu'on peut appeler de marché. Et nous avons donné l'exemple qui doit nous payer pour toute la pub qu'on lui a fait en cours. Lorsque nous avons combien d'acheteurs? Nous avons un grand nombre d'acheteurs. Hein? On révise ensemble. Et le marché qui est concentré. Nous avons donné l'exemple de la cigarette électronique, et on l'appelle un marché oligopolistique, dans lequel il y a peu d'entreprises et il y a beaucoup d'acheteurs. Très bien. Et le troisième marché qui est un marché non concentré, qu'on appelle un marché de concurrence. Ça rappelle les deux mots que nous venons de découvrir. Il y a plusieurs fragments, il est atomisé. Plusieurs parties, plusieurs vendeurs qui vendent la même chose, donc plusieurs entreprises et un nombre de clients très important. Mais le point négatif, nous l'avons vu, c'est qu'il y a une petite part du marché, parce qu'il y a plusieurs entreprises. Quand la même chose se trouve à Ma'arif. Ma'arif, c'est un centre commercial géant. Tout Ma'arif, c'est un centre. Tu trouves Bershka, H&M, Zara, c'est le même secteur. Et il y a combien de clients? Plusieurs clients. Combien d'entreprises? Plusieurs entreprises. Se respectent et que le meilleur gagne. Quelquefois, il y a des articles pareils, quelquefois, il y a des articles différents. Ça dépend.
Mais il y a plusieurs fragments, qui fabriquent et qui commercialisent l'industrie. Enfin, les vêtements, les chaussures, vous trouvez de tout. Et cela dans le respect et les règles de l'art, mais en même temps dans la diversification ou dans la concentration. Nous avons le choix de nous diversifier. Donc tu peux rentrer par exemple à Bershka, tu trouves des articles différents. Tu peux trouver dans un autre magasin à côté les mêmes articles. Ça dépendra des saisons, de la mode, du buzz. Quand il y a un effet de mode, tout le monde doit mettre tel et tel vêtement. Donc toutes les boutiques sont obligées de mettre ces articles dans leur boutique parce qu'ils savent que c'est un mouvement de mode, un mouvement de buzz, oui ou non? Est-ce que vous suivez la mode ou pas? Quand il y a un article que tous les jeunes mettent, vous partez aussi et vous le cherchez et vous devez l'acheter? Ou bien vous avez votre propre style? Ah, d'accord. Oui? Quoi? J'ai pas entendu le mot. L'OMCR? Oui, oui. Oui. Monopole. Tu connais une autre? Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est pour ça que tout à l'heure, nous avons parlé de géant. Quand il y a un géant, personne ne peut oser, j'ai parlé d'audace, personne ne peut oser rentrer en vestiaire. Il sera, j'ai dit une phrase, figure de style, j'ai dit il sera devant un mur. Il ne peut pas. Parce que cet effort, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Vaut mieux qu'il réoriente son activité. On ne joue pas contre les grands qui maintiennent leur activité, surtout si c'est une entreprise familiale, qui dure de génération en génération. On ne peut pas la perturber. C'est très difficile. Bien sûr, on peut rajouter au type de marché que nous avions vu, le marché lié à tout un territoire dans lequel nous allons commercialiser un produit à l'échelle du territoire, le marché vendeur dans lequel on va choisir certains produits qu'on va vendre avec n'importe quel moyen, mais il faut absolument vendre. On peut faire des promotions, on peut faire 2 est égal à 3, on peut faire de la pub, on peut faire distribution d'échantillons à côté du lycée, on peut faire flash mob. Flash mob, c'est lorsqu'on ramène par exemple Saad El-Mjarrad, on lui demande de faire 3 minutes de danse, ils l'ont fait auparavant à Morocomol. Ça fait longtemps, je ne sais pas si vous le savez ou pas, lorsqu'il y a quelqu'un qui marche, après il y a un groupe qui commence à danser. Et là-bas, au premier étage, ils commencent à continuer la danse. Et encore des gens qui rentrent ici, ils continuent la danse. Jusqu'à ce que tout le monde continue la danse. Vous avez déjà fait ça? Et un chanteur, il rentre avec son micro, il commence à chanter. Ça s'appelle flash mob. Vous l'avez déjà vu? Tu crois que ce sont des gens qui passent, alors que ce sont tous des danseurs, qui connaissent tous les mêmes pas. Il y a une musique qui vient, 3 ou 4 commencent à danser au centre. Tout le monde commence à dire ouais, oh, yes, tout le monde commence à encourager. Après, les gens que tu vois à côté de toi, ils font partie des danseurs. Ils commencent à courir et à continuer jusqu'à ce que tout le monde fasse les mêmes pas. Après, c'est un chanteur qui rentre. Vous n'avez jamais vu ça? C'est efficace au niveau commercialisation parce que les gens aiment le fan, aiment le mouvement. Donc, ils peuvent, à cause de ceci, rentrer dans la boutique par curiosité et voir ce qui se passe et acheter. Et c'est ce que fait souvent Carrefour en ramenant un journaliste très connu à la radio qui s'appelle Nizar. Nizar, il est très connu. MFM, exactement. Il ramène Nizar, il a une très belle voix de radio. Khalid Nizar, exactement. Khalid Nizar, il a une magnifique voix radio. Ils mettent même maintenant, par exemple, pour Noël, pour encourager les gens à rentrer, ils vont faire des petites décos rouges et blanches ou noires et blanches. Ils vont ramener, la plupart, ils ramènent ce Khalid Nizar. Il fait un show. Il dit oui, allez-y, entrez. Aujourd'hui, nous avons des promotions. Chaque année, c'est la même chose et ça marche. Et vous, quand vous partez et vous trouvez, juste vous marchez à côté, vous trouvez une boutique où il y a la musique, etc. Vous rentrez ou non? Dites la vérité, vous rentrez ou pas? Vous rentrez par curiosité. Est-ce que vous achetez? Ça peut vous arriver. Donc, il faut absolument vendre. Tous les moyens sont bons pour pouvoir vendre. C'est un système de manipulation.
Bien sûr, ici, il y a étude pour mieux détecter cet acheteur et mieux lui présenter ce qu'il veut, donc offrir une offre pertinente. Et ici, on détecte les produits. Bien sûr, ici, à chaque point nous montre qu'on peut se concentrer sur un aspect. Ça dépendra de notre politique. Il y a certaines entreprises qui se concentrent sur tout le territoire. J'ai déjà donné des exemples de l'huile d'argan, l'huile d'olive. L'important, c'est que même le petit épicier qui est dans un petit coin puisse trouver notre produit. Vous vous rappelez? Nous avons un marché territorial. Nous sommes connus partout. Mais si nous sommes connus uniquement dans une grande ville ou à l'échelle de Casablanca, on ne peut pas parler de marché territorial. Donc déjà, au début, il faut qu'on décide de notre démarche, de notre façon de fonctionner, de notre volonté, de notre objectif à atteindre. Et après, on peut passer au process de réalisation de l'étude. Et après l'étude, nous allons mettre en place les choses. Bon. Donc finalement, avec tout ce cours, c'est quoi l'objectif pour pouvoir étudier le marché? Parce que le marketing est une étude de marché. Nous sommes en train de faire des conclusions. Tout notre cours doit avoir comme aboutissement, doit avoir comme objectif final d'étudier le marché. Quand tu parles de marketing, est égal à étudier un market, étudier un marché. Donc finalement, avec notre cours, puisque nous sommes à la fin du cours, il faut qu'on arrive avec ce module à déterminer la suite, la fin, les débouchés les plus importants pour les produits. Est-ce que ce produit peut être un produit qui fait partie de la famille? Je vous avais donné l'exemple de l'huile d'olive, ou bien la vache qui rit, ou bien l'huile de sueur qui fait partie de la famille, qui était avec ta grand-mère, qui était avec ta maman, et qui peut-être, même si toi tu te maries, il va être avec toi. Qui accompagnent la famille. Pour nous, ils sont des objets qui doivent être à la maison. C'est-à-dire sans réfléchir, sans trop décider. Ils font partie. Vous avez certainement des produits comme ça. Que vous ne changez pas. Vous ne changez pas et qui ne vous prennent pas de temps de réflexion lorsque vous allez faire l'acte d'achat. On a fait le cours d'acte d'achat, comment acheter, comment le consommateur achète. Revenez au cours l'achat, vous allez trouver ce point-là. Analysez aussi la structure et la capacité éventuelle de ces débouchés. La structure, ça veut dire la part du marché. Est-ce que ce produit risque de disparaître, d'avoir une toute petite part du marché? Il sera écrasé par d'autres produits qui ont des prix plus intéressants, une forme plus intéressante, un packaging plus intéressant et une commercialisation plus intéressante. Les autres produits s'affichent et nous, on ne s'affiche pas. Donc, on va être écrasé. Ou au contraire, notre produit s'affiche, il est partout. Il est dans les télévisions, les radios. Rappelez-vous le cours commercialisation. Il est aussi valorisé par des influenceurs. Nous avons parlé des influenceurs. Il est dans toutes les stories, il est dans tous les tags, il est dans tous les réseaux sociaux. C'est normal que s'il est affiché, il aura une capacité énorme d'être vendu. Donc, nous sortons de ce cours avec affichage du produit, commercialisation du produit, distribution du produit, égale capacité de vente. Si tu veux vendre, perds un peu d'argent au niveau de la commercialisation. Tu ne peux pas ne pas afficher le produit et tu veux vendre. C'est difficile. Et nous avons donné certains exemples de certains produits abîmes. Vous vous rappelez de cet exemple? Qu'il y a certains produits abîmes, tu passes et tu ne sais même pas à quoi il sert parce qu'il n'y a pas justement une technique d'affichage. Il n'y a personne qui l'affiche, qui parle des caractéristiques, du prix, de à quoi il sert. Et lorsque le consommateur veut acheter, il veut voir pour croire. S'il ne voit pas, il ne croit pas. Il a de la réticence, de la peur ou bien du rejet. Et bien sûr, l'évaluation des possibilités de réalisation de produits et le degré de concurrence. Ce slide, pour moi, c'est un objectif de tout notre module. Tout ce que nous avons expliqué tout au long de notre module peut être synthétisé dans ces 3 points. Quel est l'objectif final de ce marketing? Et ce mot marketing que nous avons étudié pendant toute cette séance, que vous pouvez aussi appeler mercatique. Vous vous rappelez du mot mercatique? Cette étude du marché avec toutes ses composantes, de la capacité du vendeur, la capacité de la distribution, les prix, le produit, le marketing mix, le place, le positionnement, l'environnement, tous les aspects,
pour pouvoir justement arriver. Si moi je voudrais choisir un seul mot, je vais dire pour arriver à vendre. Étudier le marché pour vendre. Quel que soit l'état de l'environnement, la situation négative ou positive, et quel que soit l'état du consommateur, qu'il nous aime ou qu'il nous déteste, on va vendre même aux gens qui nous détestent. Parce que même les gens qui nous détestent, ils sont une cible importante. Pourquoi les gens qui nous détestent sont une cible importante? Parce qu'ils nous écrivent des messages d'insultes. Et quand ils écrivent des messages d'insultes, notre post, il est affiché. Et quelquefois, les gens qui nous détestent nous rendent importants et nous rendent plus connus. Remarquez certaines personnes dans les réseaux sociaux. Les gens les détestent, ils les insultent. Oui ou non? Mais qu'est-ce qu'ils font de ces personnes? Ils les rendent plus célèbres. Je ne sais pas si vous avez compris que même les consommateurs qui nous détestent sont une cible privilégiée. Et cette prise de conscience de cette cible qui ne nous aime pas, cette cible, ces consommateurs qui ne nous aiment pas, peut partir acheter notre produit et peut faire une vidéo sur notre produit. Donc elle devient acheteur. Et elle va commencer à parler de notre prix, de où elle l'a acheté. Elle ne sait pas qu'elle est en train de faire de la commercialisation. Donc, finalement, à la fin de ce cours, si nous voulons sortir avec l'élément le plus important, c'est qu'il faut avoir un bagage informationnel pour pouvoir commencer le processus de fabrication. Lorsque nous voulons fabriquer un produit, nous avons besoin de données pour étudier ce marché avant de décider quel type, quel packaging, quel prix, quel produit, quelle commercialisation. Donc nous avons besoin d'informations quantitatives et d'informations qualitatives. Les informations quantitatives, c'est à travers ce que j'ai expliqué, la diffusion de questionnaires. Lorsque tu vas diffuser des questionnaires, nous allons mettre dans les questions des questions liées au comportement manifesté des publics qui s'intéressent à notre produit. L'objectif du questionnaire, c'est de répondre aux questions comment et combien. Comment doit être le produit? Dans les questions que vous allez trouver dans le questionnaire, comment voulez-vous trouver le produit? Comment serait sa taille? Comment serait son packaging? Comment serait sa couleur? Comment serait son goût? C'est toujours des comment. Et combien voulez-vous qu'il soit présent chaque jour? Combien vous pourriez l'acheter? Combien de fois vous pourriez l'offrir? Combien de fois vous pourriez le retrouver sur le marché? Ça répond aux deux questions comment et combien. Par rapport à l'autre phase, bien sûr, juste je rappelle ici, il y a plusieurs personnes qui le font sur Google Forms. Même toi, en licence, parce que vous allez avoir un PFE aussi. Le PFE n'est plus présent pour la nouvelle génération, qui est le nouveau système universitaire. Mais vous, lorsque vous allez monter en troisième année, vous allez passer le PFE. Vous faites partie de l'ancien système. Donc, les informations quantitatives peuvent être sur Google Forms, et Google Forms lui-même, c'est lui qui génère les camemberts et les graphes. Tu vas faire seulement l'interprétation. Les informations qualitatives cherchent à comprendre les raisons du comportement, c'est-à-dire pourquoi vous préférez ce produit, pourquoi vous utilisez ce produit. C'est ce type de questions que vous allez trouver dans l'enquête. Pourquoi vous préférez ce produit par rapport à d'autres produits? Pourquoi cette couleur précisément? Pourquoi cette forme précisément? Il y aura beaucoup de questions sur le pourquoi de la chose. Si nous avons ces trois ingrédients, le comment, le combien et le pourquoi, nous pouvons recueillir les données, recueillir les réponses, analyser, interpréter et proposer au consommateur un produit qui répond à sa demande. Je vous attends. Alors, nous parlons de quoi? Step 1 dans le marketing, c'est la recherche d'un fort
avant de commencer notre processus de fabrication. Donc, si vous voulez schématiser, il y a étude de marché. Quand tu as l'étude de marché, tu as accès à l'information. Après, tu prends quoi? Une prise de décision. Après, il y a fabrication. Après, il y a détermination du prix. Et il y a marketing mix. Ça veut dire choisir une commercialisation, une distribution du produit. Quand la boucle est terminée, on a vendu le produit, il y a la vente. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer notre argent de tout ce que nous avons investi. Et quand nous allons récupérer notre argent, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Une nouvelle étude de marché encore. Et une nouvelle prise de décision. Et une nouvelle fabrication. Et une nouvelle détermination du prix. Est-ce qu'on maintient le même prix? Est-ce qu'on le change? Est-ce que l'environnement est dangereux? On doit baisser. Est-ce qu'il y a des opportunités, donc on doit lever? Et encore commercialisation. Peut-être qu'avant, on a commercialisé seulement à Casa. Maintenant, il faut commercialiser Casablanca Stade. Ou il faut commercialiser par rapport à d'autres villes. Peut-être on va élargir. Peut-être on va internationaliser. Et bien sûr, il y a la vente. Quand il y a encore vente, récupération et encore une nouvelle étude de marché. Et c'est une boucle qui ne doit jamais se terminer. S'il se termine, ça veut dire qu'il y aura faillite, fermeture. On ne pourra pas veiller à suivre cette démarche. La démarche marketing est une démarche qui nous permet et qui nous assure la continuité de nos activités, la continuité de notre fabrication, la continuité de notre connaissance informationnelle. C'est grâce à l'information qu'on peut savoir ce qu'on doit faire. Si on n'a pas d'information, donc ça va se bâtir sur notre devinette, on va deviner. On ne peut pas bâtir tout un process sur une simple « je crois et je pense ». Je crois et je pense n'existe pas en marketing. C'est selon les chiffres, selon la réponse des répondants, selon 30% de la population. Voilà ce qu'ils ont affirmé. 40% des femmes marocaines, voilà ce qu'ils ont affirmé. 35% des enfants, voilà. Uniquement, ce sont les chiffres. Donc, nous avons besoin, en premier lieu, d'informations primaires qui sont déjà au cours de l'étude de marché. Nous sommes en train d'étudier, l'étude n'est pas encore finie. Et nous avons déjà certains indicateurs, certains, on va dire, signaux positifs ou des signaux négatifs qui peuvent déjà nous donner la couleur. Est-ce que ça va nous encourager à continuer ou on se dit franchement, nous courons un risque? Déjà, les premières informations primaires ne donnent pas vraiment, ne nous encouragent pas à continuer. Nous allons nous positionner alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On observe le comportement de nos clients ou de nos interviewés déjà. Imaginons, nous sommes au cabinet, nous sommes tous des collègues. Nous avons fait une étude de marché, mais interne. Vous vous rappelez de ce que je vous avais dit, le cabinet LMS? Vous vous rappelez? Les gens qui étaient avec moi en cours, vous vous rappelez du cours où j'avais parlé du cabinet LMS qui prenait des échantillons, il le ramenait chez lui dans le cabinet, il passait avec lui cet échantillon 1 heure ou 2 heures, un petit café, du thé, du jus, et on pose des questions à cet échantillon en contrepartie d'une rémunération. Si les personnes en interne déjà, on leur demande de goûter un yaourt, et quand ils mangent le yaourt, on observe leur comportement, ils font « oh là là, c'est dégoûtant, je ne peux pas le terminer ». C'est déjà le petit échantillon que nous avons en interne, en entreprise, a déjà refusé un refus. Est-ce que nous allons partir le commercialiser? Ça va être un risque. Si maintenant nous, on veut dire non, notre produit, il va être vendu, et on s'obstine, on est têtu, et on va partir mettre un petit échantillon qu'il soit vendu. Si l'expérience commerciale se passe mal, on met un rayon, des produits, et on observe sur le terrain. Nous sommes là, on observe. Client 1, client 2, client 3, client 4, qui passent et qui n'achètent pas. Cette observation aussi de l'expérience de la vente peut nous donner des indications. Je vous ai carrément parlé, lorsqu'un client passe, s'il voit notre produit, il va dire « Yes, enfin je l'ai trouvé, enfin ! Oh là là, combien je le cherchais !
Je suis très heureux de l'avoir trouvé enfin. Il y a des personnes qui vont s'exprimer avec des sentiments positifs, ou bien qui vont passer, qui vont insulter le produit. Une fille avec sa maman, elle lui dit attention, n'achète pas ce produit. Je l'ai acheté 2 fois, je suis tombée malade, intoxication alimentaire. Une personne, elle est là, elle regarde, elle observe, elle note. Elle fait comme si elle est en train d'arranger les rayons. Méfiez-vous, c'est un observateur, c'est un enquêteur qui va remonter l'information live parce qu'il a assisté, il a vu, il a observé, il a vu le processus, comment il est. Est-ce qu'il y a eu attirance, admiration du produit, un mot gentil ou une insulte? C'est une expérience live. Et cette remontée d'informations va servir comme information primaire. Il y a bien sûr la deuxième phase, ce sont les informations secondaires. Ici, nous pouvons les réunir à partir d'études documentaires. Il y a des études sociologiques et des études psychologiques du Marocain. La femme marocaine et l'homme marocain. Ce sont des études sociologiques et psychologiques. On peut se concentrer sur ce type d'études qui sont déjà réalisées pour pouvoir mieux connaître la personnalité, le comportement, les envies. Des études déjà présentes dans des cabinets, qu'ils ont déjà réalisées et qui peuvent nous vendre. Pas la peine que nous faisons notre propre enquête. Ça peut être avantageux en matière de coût et rapidité d'obtention. Nous, notre étude de marché, au lieu qu'elle soit en 6 mois, perte de temps de 6 mois, si l'enquête est déjà présente chez un cabinet, c'est une rapidité au niveau actionnel. Mais il y a des inconvénients. Quelquefois, ces résultats d'enquête déjà réalisés par un sociologue ou un psychologue ou déjà réalisés par un cabinet, elles peuvent ne pas être adaptées à notre produit précisément. Et quelquefois, elles sont difficiles au niveau de la fiabilité. C'est difficile de les contrôler. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que vraiment ils ont fait une vraie enquête? Est-ce que c'est juste du remplissage de données? Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais collaboré avec un cabinet. Il donnait aux jeunes 150 dirhams pour une journée. Il leur donnait 100 questionnaires. Et ces jeunes mettaient une petite chemise blanche et un pantalon. Ils restaient à côté de McDonald's. Ma'arif. Vous connaissez McDonald's? Ils restaient là-bas. Ils disaient aux gens qui passent, s'il vous plaît, j'ai un questionnaire. Vous avez 3 minutes pour me répondre. Il y a des personnes qui passent, qui refusent. Et d'autres qui disent, ok, j'ai rien à faire. Ok, je vais participer avec toi. Il remplit les. Est-ce que vous aimez ce produit-là? Combien de fois vous l'achetez? Quel prix vous proposez? Est-ce que votre famille l'achète? Plusieurs questions. Il remplit questionnaire 1, questionnaire 2, questionnaire. Tant qu'il ramène de questionnaires, tant qu'il va rester un enquêteur fidèle. C'est des jeunes comme vous qui sont étudiants mais qui participent en tant qu'enquêteurs pour gagner de l'argent par jour. Maintenant, si l'enquêteur, il est à côté de Ma'arif, nous, est-ce que nous sommes sûrs et certains que les réponses dans les questionnaires, ce sont des vraies réponses de passants? Qui nous dit que ce jeune ne les a pas remplies à la maison et il peut les ramener et dire oui, j'ai interviewé 50 personnes qui sont passées? Qui nous dit que c'est vrai? Qui nous dit que c'est, voilà le mot, qui nous dit que c'est... Est-ce que vous, si vous êtes dans un cabinet, vous allez faire confiance? Il vous dit, je vais partir, je vais trouver 50 personnes dans la rue, je vais les arrêter, je vais leur demander gentiment et c'est grâce à leurs réponses que je vais remplir. Qui vous dit que c'est vrai que ce jeune ne va pas partir dans un café, boire un petit café et va commencer à remplir les 50 questionnaires? Ça peut arriver ou non? Maintenant, est-ce que c'est sûr? Est-ce que ce n'est pas sûr? C'est un sérieux problème. Même dans les études académiques, ici à la faculté, il y a plusieurs études. On demande aujourd'hui aux jeunes étudiants de ne pas rentrer dans les arnaques. S'ils partent dans une entreprise, on leur demande la carte visite de l'entreprise et le cachet sur le questionnaire. Ça veut dire qu'on doit mettre la carte visite, on l'agrafe, et le cachet de l'entreprise. Pourquoi? Pour s'assurer que ce questionnaire a vraiment
était rempli par Monsieur X et Madame Y, et non pas qui était rempli par je ne sais pas qui. Est-ce que vous avez compris? Si le questionnaire est anonyme, et on ne veut pas donner notre nom et prénom, donc il doit être sur Google Form de façon anonyme. Mais si il est format papier, on doit trouver la certification à travers un cachet et la carte de l'entreprise qui a participé. Maintenant, les sources peuvent être internes comme elles peuvent être externes. Nous avons vu les sources primaires et les sources secondaires. Maintenant, les sources internes ou les sources externes. Les sources internes d'information, déjà, elles peuvent venir de l'entreprise elle-même. Issue de l'entreprise, ça veut dire quoi? Au lieu de chercher l'information à l'extérieur, nous allons demander aux salariés. Les salariés, c'est un échantillon. Ils ont peut-être des enfants, ou bien ils sont célibataires, c'est des hommes, des femmes, de différents âges. On regarde d'abord les échantillons présents en interne. Pourquoi? Zéro dépense, moins coûteuse. Au lieu de payer un cabinet et payer des sources extérieures, on ne dépense rien. C'est plus facile, plus rapide d'avoir de l'information. Et bien sûr, on peut aussi demander déjà les travaux réalisés auparavant, c'est-à-dire les statistiques déjà présentes, les marges de rentabilité déjà présentes. On peut revenir à nos enquêtes, nos observations, nos travaux déjà réalisés, nos rapports, qui peuvent être une bonne base solide pour éviter certaines erreurs. Avant d'aller vers l'extérieur, on se ressource d'abord de l'intérieur. Et puis après, si nous avons une saturation d'idées et qu'il n'y a pas de valeur ajoutée de ces données et qu'on a besoin de nouvelles données, nous sommes obligés de sortir à l'extérieur, tout à fait. C'est une obligation pour obtenir des statistiques, mais on peut partir au ministère de Finances, ministère de la Démographie, ministère du Commerce extérieur, connaître l'environnement, etc. Il y a déjà des enquêtes, il y a déjà des rapports. Pourquoi ne pas partir et avoir de tous les ministères tous les rapports déjà présents? Les associations de protection du consommateur, on peut partir chez eux et avoir pourquoi les consommateurs réclament. Est-ce qu'il y a déjà des données, des chiffres, des études? C'est-à-dire on peut se ressourcer à partir de données déjà présentes, que ce soit en interne ou en externe. Ce slide pour vous dire que nous ne sommes pas toujours obligés de redémarrer la boucle seule, mais il y a déjà de la documentation qui peut être déjà présente. Alors, nous avons d'autres sources d'information. C'est ce qu'on appelle le système d'information marketing, SIM, système d'information marketing. C'est un outil élaboré. Bien sûr, on suit la technologie informatique aujourd'hui, c'est normal, qui permet de recueillir, de stocker et de traiter, mais aussi de communiquer toute information. Il s'agit d'un système qui est comptable, qui enregistre tout ce qui relève des informations internes et qui peut être une très bonne base pour pouvoir y revenir en cas de besoin. Il va nous laisser la trace de tous nos achats, nos commandes, nos stocks, nos clients. Avant de commencer une nouvelle étude, reviens, tu demandes, est-ce que nous avons un système d'information marketing? Est-ce qu'il y a déjà un système SIM déjà élaboré au sein de l'entreprise pour pouvoir y revenir en cas de besoin et ne pas commencer éternellement des études externes? Il s'agit, comme vous le savez aujourd'hui, puisqu'il y a une évolution informatique, d'un système d'intelligence marketing qui permet aux dirigeants de rester continuellement informés au niveau informationnel. Il est doté, ce système-là, il est doté d'une capacité de rechercher l'information. Bien sûr, si vous travaillez dans le service marketing et que l'entreprise n'a pas ce privilège, n'a pas cette chance, vous-même proposez à l'entreprise l'achat de ce système
de ce logiciel pour pouvoir travailler avec. Il y a aujourd'hui beaucoup de logiciels qui facilitent la vie. Au lieu de mener vous-même toute la procédure, au moins vous allez avoir une énorme partie qui va vous faciliter la vie parce que le système lui-même fait la mise à jour, il recherche des informations. Et bien sûr, il va vous créer des modèles. C'est ça l'avantage avec ce système, il vous crée beaucoup de schémas, beaucoup de modèles grâce auxquels vous pouvez décider. Parce que c'est un système... vous savez ce que ça veut dire l'intelligence artificielle? Il est capable de faire de l'analyse à la place de l'homme, à partir de données. Parce que les méthodes que moi j'avais expliquées avant, ce sont des méthodes traditionnelles. Mais aujourd'hui, pour économiser le temps, pour économiser toute une équipe d'enquêteurs, le système peut tout faire. Il faut juste le mettre à jour et le suivre. Et vous présenter sur un PowerPoint ses résultats, tout simplement. Et ces résultats vont être utilisés avant la prise de décision. Donc, si le budget le permet, installez ce système, si vous travaillez dans le service marketing, et utilisez-le. Vous pouvez ramener un formateur technique qui va vous former dans l'utilisation de ce système et vous pouvez l'utiliser chaque jour vous-même. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les entreprises, il y a toujours les formations pour qu'on soit à jour par rapport aux dernières technologies qui vont nous faciliter notre fonctionnement. Et au lieu de tout faire seul, la machine aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, commence à remplacer l'homme. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est extraordinaire. Il nous faut juste une personne ou deux pilotes et la machine fait tout, le logiciel continue. Et vous, bien sûr, vous allez expliquer dans un beau PowerPoint les résultats et sur la base de ces résultats, dans la réunion, vous allez prendre les décisions. Donc, nous avons dans le cours vu les méthodes old school et les méthodes révolutionnaires. Je peux passer? Je peux passer, s'il vous plaît? D'accord? Avec votre permission, je peux? Donc, si nous voulons, nous sommes dans la phase finale de notre cours, si nous voulons pointer le doigt sur le processus d'élaboration de cette étude de marché finalement, avec tous les éléments étudiés au sein du cours. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, chers étudiants, futurs marketeurs peut-être, c'est d'avoir d'abord et avant tout une première étape pour identifier le problème ou identifier est-ce qu'il y a des opportunités. Est-ce que nous sommes entourés de problèmes? L'environnement est stable, instable, il y a une guerre, il y a des soucis économiques, il y a des soucis... Vous vous rappelez de Pestel? Pestel, c'est l'environnement politique, économique, social, écologique, oui. Ou est-ce qu'il y a des opportunités? D'autres concurrents ont disparu, ils ont des problèmes internes, faillite, n'innovent plus, ils n'innovent plus. C'est l'occasion peut-être pour nous d'agir, d'attaquer. Il y a aussi la deuxième étape qui est l'élaboration du plan d'étude. Tout simplement, élaboration d'un processus. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Quel type de cible nous allons étudier? Ça va être les hommes ou les femmes? De quelle catégorie socio-professionnelle? Quelle ville ou quel village? En interne au Maroc, tout le territoire marocain, ou en externe à l'étranger? Choisir quel prix, quelle politique de vente? Tous les éléments que nous avons étudiés en cours. Dès que nous nous mettons d'accord sur notre étude, nous allons commencer à la mener, soit à l'ancienne, old school, manuellement, physiquement, nous-mêmes, ou bien sur Internet, on va mettre des questionnaires sur Internet, ou bien Google Form, ou bien on va choisir des enquêteurs, ou bien on va faire appel à des cabinets d'études. Lorsque maintenant, ou bien on va faire le SIM, le système marketing, informatique marketing, ça dépendra de votre outil. Dès que vous avez les réponses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rédiger un rapport final que vous allez présenter à la direction ou bien aux multiples personnes présentes dans votre réunion avant de proposer. Nous étudions les différentes possibilités, nous cogitons ensemble, nous réfléchissons ensemble au point fort, point faible, SWOT, point fort, point faible,
aux opportunités et aux menaces et nous passons directement à la prise de décision. La prise de décision, c'est soit créer un produit ou ne pas créer, maintenir le produit actuel, innover un nouveau produit ou ne pas innover, ce n'est pas le moment. Concurrencer, s'inspirer ou ne pas s'inspirer, se focaliser, ça dépendra. Ou se réorienter carrément vers un autre produit. Bien sûr, dans notre étude, il y a des éléments importants comme la définition de notre marché, quelle part nous voulons avoir, quel type de marché nous intéresse. Et bien sûr, on doit se mettre d'accord puisque nous sommes à la phase finale et nous sommes en train de rédiger notre rapport. Nous devons nous mettre d'accord sur l'élaboration d'une future étude de marché, son timing. Cette étude est valable combien de temps? L'étude que nous venons de faire, elle est valable 2 mois ou 6 mois? Quand est-ce qu'on va redémarrer? La nature des informations, elles étaient internes, externes, primaires, secondaires? Est-ce qu'elles sont fiables, non fiables? On doit présenter les méthodes, on doit choisir les méthodes pertinentes qui correspondent à notre besoin et qui soient justement crédibles et fiables. Et même si nous sommes concentrés sur tout de suite, on se met toujours en tête que nous devons aussi continuer parce que c'est une boucle interminable. On décide pour tout de suite, mais pour après. Le mot après, c'est toujours les 3 timings. Les 3 timings, ça veut dire nos objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Est-ce que nous voulons, d'ici 10 ans, être sur l'international? Vous me dites, madame, 10 ans, c'est trop loin. On peut être sur l'international d'ici 5 ans. Le temps de stabiliser un peu notre part du marché ou gagner plus de clientèle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Madame, vous voyez, avec les chiffres que nous venons d'avoir, nous pourrons, d'ici 2 mois, avoir telle et telle clientèle potentielle. C'est les chiffres, c'est les rapports. L'objectif actuel ne concerne pas le timing actuel. L'objectif actuel est de penser à tout de suite, mais bien sûr le long terme. Ça s'appelle quoi? La gestion prévisionnelle.